Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Rencontre. Dans cette époque de transformation accélérée, le rôle des entrepreneurs évolue lui aussi profondément. Les entrepreneurs doivent non seulement faire face aux innovations technologiques et à l'instabilité des marchés, mais aussi assumer une responsabilité sociale croissante. Alors que l'économie chinoise entre dans une phase de développement de haute qualité, des sujets comme la transition verte, l'intelligence artificielle et la reconfiguration des chaînes industrielles prennent une importance essentielle. En parallèle, la coopération sino-européenne voit s'ouvrir de nouvelles perspectives. Dans cette émission, nous allons explorer ensemble l'esprit entrepreneurial à l'ère nouvelle, les transformations industrielles, le développement durable, ainsi que les opportunités de coopération entre la Chine et l'Europe, avec deux invités. Sur le plateau, M. Ding Yifan, économiste et chercheur principal à l'Institut Taihe. Et par visioconférence, M. Pierre Miroshnikov, vice-président de la Chambre de commerce du Benelux et président du groupe Asher Silk Road. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Depuis quelques années, le forum de Davos attache une importance croissante sur la notion d'esprit entrepreneurial à l'ère nouvelle. Pierre, d'après vous, dans un contexte mondial marqué par une incertitude économique accrue, quelles sont les compétences et les qualités des entrepreneurs d'aujourd'hui ? Je dirais que cette année à Tianjin, le Forum économique de Davos braque enfin, parce que ça fait très longtemps que l'on parle du CAC 40, du Nasdaq, mais ces forces vives ici en Chine, en Asie, en Europe, représentent plus de 95% de notre tissu économique. Les petites entreprises, les moyennes entreprises ne sont pas des petites entreprises, mais pour moi, ce sont des visionnaires en action, et c'est eux qui répondent aux défis de demain. Elles innovent, elles osent, elles construisent avec courage, avec lucidité. Et en tant qu'entrepreneur, j'en ai fondé une dizaine d'entreprises, dont Asia Silk Road que je dirige. Et même pendant le Covid, alors que beaucoup se lamentaient, j'ai vu des opportunités. Et alors donc, ce qui est important, c'est cette flamme de l'esprit entrepreneurial. Et je crois que cet esprit entrepreneurial de l'ère nouvelle en Chine, je le vois tous les jours. C'est un pouls comme le cœur qui bat très fort. Les mutations sont vraiment fulgurantes. Les métiers de demain, je les vois chaque semaine qui naissent ici et là au cours de mes visites dans les provinces. Alors, par exemple, on peut parler regardez, il y a des pépites qui ont vraiment surgi grâce à cet esprit entrepreneurial en moins de 10 ans. On a DeepSeek, une AI open source plus logique que GPT-4 et 30% quand même à la construction plus économique et déjà valorisé à plus de 2 milliards de dollars en moins de 2 ans. XAG, le leader mondial des drones agricoles, plus de 500% de rendement agricole. C'est ces entreprises qui peuvent répondre, par exemple, aux futures crises alimentaires. On a aussi les robotaxis de Pony AI. Quel est leur point commun ? En général, c'est un homme, une femme, une équipe, des créateurs audacieux, mais surtout, ce sont des gens qui ont des êtres humains avec une vision claire, une vision humaine, apportant de véritables solutions concrètes et pratiques. Et qu'est-ce que sera pour vous ou pour moi l'entrepreneur de demain ? Je pense que ce sera un visionnaire, mais lucide, qui aura vraiment de l'adaptabilité, qui sera créatif, concret, un leader collectif, mais surtout curieux. Curieux, comme je l'ai été toute ma vie. Pour être entrepreneur, il faut être curieux. Et j'ai un ami qui me disait, l'entrepreneur de demain devra savoir coder, mais surtout décoder les humains. Et je terminerai sans doute par ce message que je transmets à mes 2 filles, aux élèves des lycées, du lycée français, des établissements scolaires de Pékin, du monde entier. Ce n'est pas l'idée qui fait l'entrepreneur, c'est le courage d'aller là
où personne ne l'attend et de ne pas le faire seul. Et Monsieur Ting, quel est votre point de vue? Parce que Pierre a parlé de l'exemple DeepSeek. On constate vraiment que ces dernières années, pas mal d'entrepreneurs cumulent les rôles d'experts techniques et d'entrepreneurs. Cela signifie-t-il que la notion d'esprit entrepreneurial est en train d'évoluer, passant d'un leadership commercial à un leadership technologique? En fait, oui, parlant de l'esprit entrepreneurial, ça fait référence toujours à une espèce d'esprit aventurier. Donc, il faut prendre des risques, surtout lorsque les technologies émergentes sont apparues et qu'il y a des applications possibles pour mettre à profit ces nouvelles technologies. Souvent, à ce moment-là, il y a toujours un groupe de personnes motivés par l'exploitation du marché, etc. Donc, ils ont une vision sur le développement du marché et sur l'éventuel développement de ces nouvelles technologies dans l'application réelle. Et c'est pour cela que chaque fois, quand il y a l'émergence d'une nouvelle technologie, c'était le cas dans les années 1990, lorsque l'Internet est apparu, et il y en a beaucoup, l'esprit entrepreneurial à l'époque, c'était de trouver des solutions à l'utilisation de l'Internet, etc. Donc, le commerce électronique, par exemple, est né sur le développement de l'Internet. Et il y en a beaucoup qui ont fondé et qui ont créé leurs affaires basées sur le développement de l'Internet. Aujourd'hui, c'est le développement de l'intelligence artificielle. Ceux qui sont capables de voir des utilités et ceux qui sont capables d'avoir une vision sur les perspectives de développement de ces technologies liées à l'intelligence artificielle, ils vont créer des personnes, les dirigeants ou les leaders, qui ont une vision sur l'utilité de ces technologies, vont créer des entreprises, vont essayer de trouver une finalité de l'utilisation de ces technologies. C'était le cas de DeepSeek, c'était le cas aussi. Dernièrement, il y a un groupe de jeunes entrepreneurs à Hangzhou, par exemple, qui ont trouvé des utilités de la technologie d'intelligence artificielle. Même des robots industriels sont munis du logiciel de l'intelligence artificielle qui rendent les robots très intelligents qui pourraient remplacer à bien des égards le travail de l'homme. En plus de l'intelligence artificielle, on voit d'autres éléments tels que la transition vers l'énergie verte et la restructuration des chaînes industrielles qui entraînent une profonde transformation des secteurs. Pierre, d'après vous, quels secteurs seront les plus impactés dans les 3 à 5 prochaines années? Alors, vous savez, cette question, elle seule mériterait toute une émission. Il y a tellement à dire. Ce que nous vivons, en fait, n'est pas une simple transition industrielle. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle et des modifications qu'elles vont créer dans le paysage industriel ou même le paysage global de votre vie quotidienne. Mais pour moi, c'est un changement d'air complet. La vraie révolution, pour moi, elle est humaine. Regardez, pour l'énergie, par exemple, on passe du charbon à la conscience verte. Le coût du photovoltaïque a chuté de près de 90% en moins de 10 ans et frôle maintenant le 1 yuan simplement par kilowattheure. Alors, ce qui veut dire que l'hydrogène vert dans les aciéries, Sinopec pilote déjà 100 000 tonnes par an, ce qui est important. Et il y a des tas de hubs industriels qui émergent à Baotou, à Chengdu, à Yichun. Pour la finance, les applications et l'IA remplacent aussi le guichet. Et maintenant, c'est les applis qui nous comprennent mieux que nous-mêmes, en fait. Et
à la Merchant Bank, par exemple, ils gèrent 130 milliards avec seulement 2 personnes ou 3 personnes parce que tout est fait automatiquement et il y a 7% de rendement. Donc vraiment, je crois qu'il y a vraiment une révolution. Et attention, parce que la révolution humaine, c'est que en 3 ans, 40% par exemple des agences bancaires ont fermé. Ce progrès, justement, ne doit pas créer pour moi un désert humain. Et il y aura énormément de modifications et tous ces futurs champions, pour moi, ils sont déjà là. Vous avez les exosquelettes, vous avez Beijing Shinchira, vous avez Unitree Robotics, les robots avec leurs robots humanoïdes. Vous avez Tencent qui fait des diagnostics, je crois, qui fait la détection par la rétinopathie diabétique, par la photorétinienne. Donc vraiment, c'est fantastique. Moi, c'est pour ça, je vous disais, c'est vraiment toute une émission qu'on doit consacrer à ça parce que il y a énormément d'évolution et le cycle du labo à l'usine maintenant passe en 18 mois. C'est 3 fois plus rapide qu'en Europe. Vraiment, la Chine est exceptionnelle pour ça. Alors maintenant, la grande question, c'est comment réussir cette révolution avec 100 millions de personnes. Va-t-on les laisser sans travail, ces travailleurs low-tech en fait. Donc, ce que je vois en Chine, c'est que la Chine pilote avec intelligence dans bien des domaines et où des reconversions ont déjà eu lieu. Mais et là, il faut être en admiration parce que transformer une nation, c'est pas facile. C'est une chose de le faire, mais il faut pas oublier les gens. Et je crois qu'à l'heure actuelle, c'est ce que la Chine fait. Vraiment, elle avance à une vitesse exceptionnelle. Et c'est là, dans cette complexité, ce courage, cette vision d'ensemble, que je vois grandir la Chine aujourd'hui. Et Monsieur Ting, quel est votre commentaire sur le phénomène que Pierre a cité? Ah oui, quand on voyage un peu à travers la Chine, dans beaucoup de villes, on peut assister à l'émergence des entreprises ou des jeunes talentueux qui ont un esprit innovatif, un esprit d'entrepreneurial étonnant. Qui sont en train de créer beaucoup de surprises dans le monde. Mais oui, Pierre a raison de signaler que finalement, il faut faire attention à ce qu'on appelle des groupes plutôt faibles de la société. Ceux qui ne sont pas en possession de ces nouvelles technologies, qui sont en retard, surtout avec le vieillissement de la population. Heureusement, dans des communautés, dans des communautés urbaines, dans des résidences, etc., des jeunes volontiers, des jeunes personnels offrent leurs services en allant visiter des familles avec des personnes âgées, etc., leur offrant des services avec, par exemple, sur un téléphone intelligent, sur un smartphone, d'utiliser les applications, etc., etc. Ce genre d'esprit de solidarité joue aussi dans la société chinoise pour le moment. Et ça peut alléger plus ou moins la peine de transition d'une économie industrielle vers une économie plutôt intelligente. Et Pierre, votre groupe offre des services à des entreprises souhaitant pénétrer le marché chinois en leur proposant l'identification des partenaires locaux et la planification stratégique. Alors, vous connaissez assez bien le marché chinois. Quels sont les conseils que vous voudriez leur donner? Quelles sont les tendances que vous voudriez leur dire? Alors tout d'abord, notre ADN, effectivement, c'est d'être des commandos de la coopération, comme je le dis souvent. C'est ouvrir les portes, déjouer les pièges et transformer les risques en ponts d'alliance. Mais pour moi, la Chine n'est plus un marché passif. On n'arrive plus sur un marché à conquérir.
c'est vraiment un écosystème vivant qui récompenseront ceux qui dansent à son rythme. Chaque jour, pour moi, c'est ce qu'on vient de dire à l'instant, est une merveilleuse aventure en Chine. Ça évolue tellement rapidement qu'il faut être agile. La première réponse, c'est être agile. Alors, il y a l'innovation dans le Shandong, par exemple. J'y suis allé récemment. Il y a un drone piloté par AI qui réduit de 40% quand même l'usage des pesticides. Il a été créé en 3 mois par Lovol. Et ça, c'est une alliance d'une start-up allemande et d'un fabricant local. Alors, c'est ça. Le futur, c'est des partenariats déjà gagnant-gagnant. Et alors, par exemple, il y a un deuxième exemple qui est absolument incroyable, c'est celui de BASF à Zhangjiang, qui ont fait une usine opérationnelle en 18 mois, qui a été co-conçue avec les Chinois. Donc, une synchronisation extrême par ce modèle qu'on appelle le Lightning Blue. Alors, les ingénieurs chinois et allemands copilotaient les chantiers 24h/24 avec des jumeaux numériques. Donc, c'est un monstre d'innovation en 18 mois chrono. Et je crois que même Elon Musk aussi l'a très bien compris à Shanghai avec son usine. Donc, sur tous ces marchés, il faut être présent, mais il faut surtout être très agile. Ensuite, il y a les marchés, par exemple, B2C. Donc, c'est fini les clichés des ultra-riches dépensiers chinois. On est passé ailleurs. Maintenant, le consommateur chinois, il est ultra exigeant, digital native. Et en plus, il y a le mouvement Guoshao, fièrement patriote, qui prouve que les marques nationales dominent culturellement d'une part, qualitativement. Et donc, si on est étranger, eh bien, c'est plus simplement la marque qu'il faut. Il faut vraiment être un cousin culturel, je dirais. C'est, par exemple, j'ai quelque chose qui m'a amusé beaucoup, c'est le thé Ostara. C'est un thé belge qui a été brandé avec son packaging rouge et or, toujours symbole en Chine de la chance et de l'argent. Et la storytelling, écoutez bien, elle est faite avec un QR code. Et cette histoire, on scannait le QR code et on racontait l'histoire en shanghaïen, le dialecte. C'est vraiment des exemples fabuleux. Et donc, c'est pour ça. La mère Denis, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était une publicité en Europe qui était pour les machines à laver. Elle a été revisitée parce qu'en fait, ils ont fait la distribution de ce thé via des cols avec des grands-mères sur Xiao Hongshu. Et donc c'est le digital, c'est vraiment votre passeport ou votre tombeau. Il faut vraiment être la réglementation, pareil. Il faut vraiment se mettre conforme aux normes chinoises. Mais vous verrez tout à l'heure, on va certainement parler d'autres sujets. Mais tout ça, il faut être présent, il faut vivre. Ce n'est pas un exemple de ces transformations. C'est pas les pitchs et maintenant c'est fini. Hein. Les pitchs, les PPT, c'est fini. Maintenant, la Chine, c'est des révolutions, pas des slides. Si on veut exister en Chine, il faut danser avec le dragon ou alors vous allez devenir son déjeuner. Ces dernières années, la Chine poursuit une politique d'ouverture de haut niveau vers l'extérieur. Monsieur Ting, d'après vous, quelles opportunités cette orientation politique offre-t-elle pour les investissements étrangers en Chine et le commerce transfrontalier? En fait, oui, pendant un certain temps, la Chine était la cible de l'investissement massif des entreprises dans tous les domaines, mais depuis un certain temps, le marché chinois est devenu plus exigeant. Quand on parle de l'ouverture de haut niveau ou de grande qualité, il y a aussi un sens d'ouverture pour attirer des entreprises de grands talents. Et là-dessus, je pense que depuis ces dernières années, le marché chinois de services est ouvert de plus en plus vers des entreprises étrangères. Et il y en a de plus en plus d'entreprises étrangères qui sont venues en Chine s'installer et trouver leurs clients, leur clientèle, etc.,
que ce soit dans le service de santé ou dans le secteur de l'éducation, dans un certain domaine, etc. Il y a de plus d'installations étrangères qui sont dans Chine. Je pense que dans l'avenir, comme le marché de la publication est de plus en plus ouvert, il y aura aussi des opportunités pour des institutions étrangères d'entrer en Chine, de trouver des partenaires de coopération dans ce domaine-là aussi. Et Pierre, pour vous, quelles sont les nouvelles opportunités? Alors, les opportunités, c'est ce que je disais, elles sont partout. Vous avez la biotech, la Big Pharma. Maintenant, à Shanghai, on arrive. Et en fait, tout ça, cette ouverture, elle est faite aussi avec une politique on attire les gens. On attire les gens, par exemple, dans les zones franches. On les attire aussi dans les zones pilotes de libre-échange. Donc, vraiment, d'un côté, on a besoin des investissements étrangers et on va les chercher, mais aussi on les aide. On les aide. Par exemple, moi, j'ai récemment à Chaoyang, nous avons fait une manifestation en tant que chambre de commerce du Benelux avec le gouvernement chinois, avec le district de Chaoyang, le maire était là, le vice-maire était là, et donc on fait vraiment des plateformes pour chercher les gens. Mais alors justement, c'est ce que disait Monsieur Ding, on cherche des gens qui seront intéressants pour la Chine, mais qui vont aussi travailler en coopération avec la Chine. C'est-à-dire qu'on va chercher des centres stratégiques de recherche, développement, finance, services, EI. Bienvenue en Chine. Mais on va vous aider à 100%. Il y a des guichets uniques maintenant qui vont exister. En conclusion, je dirais que c'est plus la Chine qui s'ouvre, c'est le monde qui redécouvre que la Chine est une plateforme, mais elle ne sera pas faite seule, elle sera en co-construction, ce qui est important. Il faudra être partenaire, il faudra être avec les Chinois pour travailler et pour vraiment s'ouvrir vers le marché. Les vrais gagnants ne seront pas les gros budgets, mais ceux qui vont s'ancrer localement et vont écouter et ensuite qui vont co-créer ensemble avec les Chinois. Et vous êtes vice-président de la Chambre de commerce Benelux en Chine. Pourriez-vous nous citer quelques exemples de projets de coopération en cours de développement? Alors, grâce à l'énergie conjuguée, alors on a la chance, on a le soutien total de nos ambassadeurs, que je remercie d'ailleurs une fois encore, parce qu'ils nous aident et nous activons vraiment entre la Chine et le Benelux des ponts économiques, solides, durables. Et alors, réellement, c'est ce que je vous disais avec le maire Wu Xiaojie et la vice-maire Chen Dai, dans le district de Chaoyang, et l'ambassade d'ailleurs du Pays-Bas, nous avons co-organisé cet échange. Mais alors, c'était quoi? Donc, maintenant, c'est le maire nous a dit, Chaoyang est votre fenêtre sur la Chine, nous déploierons tout pour votre réussite. Donc ça, c'est du concret. Ensuite, le ministre conseiller également de l'ambassade des Pays-Bas, le marché chinois est vital, nous sommes prêts à renforcer notre présence à Chaoyang. Donc là, on fait du donnant-donnant. C'est du gagnant-gagnant. Antoine, notre président de la Chambre du Benelux, nous allons aider les entreprises néerlandaises à s'enraciner durablement à Pékin et nous allons faciliter leur accès au marché européen pour les entreprises chinoises. Et en parlant du marché européen pour les entreprises chinoises, nous avons rencontré par exemple le groupe CP Group qui est énorme et qui travaille déjà, et on va travailler avec eux sur des projets innovants dans l'énergie verte, les hubs logistiques, l'alimentation du futur, les cliniques AI de prévention cardiaque et tout ce qui a rapport à la silver economy, avec les résidences seniors connectées. Donc vous voyez, il y a énormément de possibilités. Mais maintenant, il faut travailler par exemple sur la logistique du futur. C'est ce qu'on le fait avec le district de Langfang. Langfang a réduit
les transits de 40%, les douanes 100% digitalisées. On a d'ailleurs des douanes digitalisées entre la Chine et l'Europe. On a les ports de Rotterdam et d'Amsterdam qui sont directement connectés avec les douanes ici. Donc pour moi, c'est fantastique. Il faut vraiment être... en fait, tous ces résultats écrasent les grands discours. Et c'est un peu comme disait le proverbe chinois, Xishe Shengyu Xiongbian. Et je ne sais pas si je le dis bien, mais mais vraiment, je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Cette année marque le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l'Union européenne. Pierre a cité plusieurs exemples de la coopération entre la Chine et les pays européens. Monsieur Ting, que pensez-vous du potentiel de cette coopération entre la Chine et l'Europe ? Je pense qu'il y aura un grand potentiel de développement entre l'Union européenne et la Chine, mais seulement pour le moment, l'ambiance n'était pas très bonne. Et la Chine a été décrite comme une menace, non pas comme une opportunité, comme Pierre a souligné, c'était une opportunité inouïe, et les entreprises européennes pourraient bénéficier de ce marché, de l'accueil chaleureux des autorités officielles, du district de Chaoyang, etc., etc. Il y a beaucoup d'exemples qui montrent que la Chine accueille bien les investisseurs, veulent renforcer la coopération avec les entreprises européennes, mais souvent les hommes politiques ne regardent pas la situation d'un bon œil. Parce qu'ils pensent que la Chine serait une espèce de joueur qui ne respecte pas les règles. Car ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi la Chine est sortie de son sous-développement si rapidement. Pourquoi la Chine a occupé des places très importantes de technologie de pointe. Aujourd'hui, dans le monde, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Donc, ils suspectent la Chine de ne pas respecter les règles dans sa façon de développer ou dans sa façon d'organiser son économie. Et de ce point de vue, il faut un peu plus de communication. Il faut un peu plus de communication entre la Chine et l'Europe. Il ne faut pas que les hommes politiques de l'Europe et de l'Amérique prennent la Chine comme une espèce de bouc émissaire pour expliquer tous les échecs de leur politique économique ou de leur état actuel. Car le monde est menacé par une espèce de stagflation, vu le niveau de l'inflation et vu le niveau de la croissance économique. Donc, dans ce genre de situation, la Chine risque d'être vue comme un étranger ou comme une espèce de responsable de tous ces malheurs. Et là-dessus, il faut qu'on trouve des plateformes de discussion, de communication et de débattre ces choses en profondeur pour trouver une solution commune. Car accuser la Chine de ne pas respecter les règles ne pourrait pas aider l'Europe ni l'Amérique à sortir de ce marasme économique. C'est ça la grande question, je pense. Merci à nos deux invités d'avoir participé à cette émission et d'avoir livré vos analyses. Merci Julie, merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission Rencontre. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.